Il est 20h30 à Paris, c'est l'heure dont on va plus loin avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre en une pour ce mois d'avril sur l'Afrique face à la guerre. On en parlera dans un instant. Face à vous, David Delos, chroniqueur international à France 24. Bonjour David. Bonsoir Raphaël. Au sommaire, le Hezbollah tire à nouveau plusieurs dizaines de roquettes sur Israël au lendemain d'une première rencontre directe entre Israéliens et Libanais à Washington. Benjamin Netanyahou lui réaffirme à l'instant que l'objectif numéro un côté israélien est un démantèlement du Hezbollah ainsi qu'une paix durable avec Beyrouth, mais par la force. Il avait semblé plutôt effacé depuis son accession à l'année dernière aux plus hautes fonctions au sein de l'Église catholique. Le pape Léon XIV est au Cameroun. Il a tenu pour l'occasion des propos plutôt vifs envers le pouvoir de Paul Biya. On en parle dans un instant, on va plus loin. Le cabinet de sécurité s'est réuni pendant un peu plus d'une heure en Israël pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu. Washington fait pression sur son allié israélien après avoir accueilli hier les premières négociations directes entre les deux pays. Cette journée de mercredi a pourtant été marquée par de nouveaux affrontements. On fait le point à Beyrouth avec Cyril Payen, envoyé spécial de France 24. On est très loin d'un cessez-le-feu, c'est pour ça qu'il y a une sorte de paradoxe d'avoir cette rumeur qui émane et qui donc du coup de nouveau remet dans ce grand théâtre le Liban qui a été un peu l'oublié et comme d'habitude je dirais l'oublié tragique du cessez-le-feu du 7 avril entre Téhéran et Washington. Beaucoup de flottements sur est-ce que le Liban fait partie de cette tractation ou non. Là il est vrai que les discussions à Washington portant hier uniquement et exclusivement sur le Liban donner un peu d'espoir aux Libanais, mais sur le terrain, depuis ce matin, c'est vrai qu'il y a un déferlement de feu. La division 98, qui comporte des corps d'élite, de parachutistes, d'artilleurs et de commandos israéliens, font le coup de force et avancent très massivement un peu plus profond encore sur les villes de Bint Jbeil ou de Rayam, qui vraiment fait de plus en plus penser à cette fameuse zone tampon que réclame Israël, mais ici, c'est totalement vu comme pas du tout autre chose qu'une occupation de fait de 5 à 10 km à l'intérieur du territoire libanais. 4 secouristes tués à Nabatieh, un drone qui frappe près de Beyrouth ce matin. On n'était pas du tout dans l'optique, je dirais, d'un cessez-le-feu, d'autant que du côté israélien, on communique énormément, très martialement, avec des chiffres assez impressionnants. 200 structures du Hezbollah touchées en une seule journée, selon l'état-major israélien. On rapporte ici dans les cercles renseignés du militaire ici au Liban qu'il y a effectivement des combats âpres et qu'il y aurait beaucoup de pertes parmi les combattants du Hezbollah dans cette région. Ouais, l'imam Israël donne ordre aujourd'hui à son armée de tuer tout combattant du Hezbollah qui se trouve dans le sud du Liban, entre la frontière israélienne et le fleuve Litani. Une déclaration de nature à accroître encore les hostilités ou rien de véritablement nouveau? Bon, il y a le discours martial. La réalité du terrain, c'est que Israël mène une opération pour prendre justement la totalité de cette zone tampon jusqu'au fleuve ou aux alentours du fleuve, qui serait une demi-solution, parce qu'on l'a déjà expérimenté dans le passé, une occupation de 20 ans, un retour en arrière. La difficulté, c'est que, effectivement, les roquettes, etc., plus on recule, plus on fait reculer le Hezbollah, plus l'efficacité de ces roquettes sur le nord d'Israël est potentiellement affectée, sachant qu'ils peuvent aussi s'équiper autrement. La deuxième difficulté, c'est, on le sait depuis le début, c'est que le Hezbollah, c'est pas que le sud du Liban. C'est la Beka, c'est Beyrouth, ça peut même être le nord, peuvent se déplacer. Ils font partie de la société libanaise. Ils ne sont pas toute la société libanaise, mais ils en font partie. Militaires, militants, guérilleros, sympathisants du régime, sympathisants du parti, parce qu'il y a aussi le parti politique. Et puis, il y a aussi, depuis quelques jours, les menaces, alors plus ou moins directes, du Hezbollah sur le régime libanais, s'il était amené à signer une paix ou à négocier un document avec Israël qui serait perçu comme une reddition ou comme humiliant. Donc on voit que la situation est extrêmement complexe. Et puis l'autre chose aussi, peut-être, c'est ce qui se passe à Washington. On ne sait pas trop ce qui se passe et ce qui se dit réellement. Mais
je ne sais pas, le niveau des représentations est quand même pour le moment, c'est des N-2, des N-3 ambassadeurs, etc. Est-ce que c'est ça qui peut débloquer une espèce une espèce de breakthrough, comme disent les Anglais, sur un dossier aussi difficile que la relation Israël-Liban? C'est très dur. Et puis alors, comme toujours dans ces guerres, on finit par oublier le million de déplacés, tous ceux qui sont partis, le fait que c'est invivable, les bombardements dans les zones urbaines, les destructions de villages dans le sud du Liban. Donc la tragédie humaine pour les Libanais qui est quand même extrêmement cruelle. Et qui ne fait rien, on l'imagine, aussi pour calmer le Hezbollah et même peut-être le soutien aussi au Hezbollah. Un rapprochement entre Beyrouth et Tel Aviv, David, est possible malgré l'hostilité du Hezbollah à tout accord et l'occupation par Israël du Liban Sud? Ça paraît assez compliqué quand même de rapprocher des positions alors qu'une partie du pays est occupée, qu'il y a une offensive qui est en cours et qui s'intensifie dans le sud du Liban notamment. Vous savez, moi ça me fait penser au 8 avril dernier lorsque Israël avait frappé une centaine de fois en une dizaine de minutes, plus de 350 morts. C'était arrivé au moment de... Sans sommation. Sans sommation. Et c'était arrivé au moment de l'annonce du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. On y avait vu une forme de bravade pour dire, voilà, nous sommes capables de taper jusqu'au bout et nous gardons la main. Ça me donne l'impression que ce scénario-là est en train de se répéter, même si on n'est pas sur des frappes, même si on n'est pas sur des bombardements. J'ai l'impression que Israël, qui a beaucoup avancé dans le sud du Liban, veut pousser son avantage et montrer qu'il peut affaiblir le Hezbollah de façon durable avant de céder à son grand allié américain qui pousse pour obtenir un cessez-le-feu. Écoutez pourtant les propos de l'ambassadeur israélien Yechiel Leiter, c'était hier après sa rencontre avec son homologue libanaise Nada Hamadeh Moawad. Nous avons découvert aujourd'hui que nous sommes du même côté de l'équation. C'est la chose la plus positive à laquelle nous sommes arrivés. Nous sommes unis dans la volonté de libérer le Liban de sa force occupante dominée par l'Iran, le Hezbollah. Ziad Limam, cet optimisme affiché quand on sait effectivement qu'Israël poursuit par ailleurs des bombardements massifs, c'est quoi? C'est un double langage? C'est une crédulité peut-être dans la capacité des autorités libanaises à aider effectivement Israël dans le désarmement du Hezbollah? Non, mais les autorités libanaises ne peuvent pas désarmer physiquement le Hezbollah. Il n'y a pas d'armée suffisamment construite. Et encore une fois, toute la difficulté de cette discussion, c'est le Hezbollah. Oui, c'est un proxy de l'Iran. Oui, il a été soutenu par les Iraniens, mais c'est aussi une histoire libanaise. Une composante de la société libanaise. Oui, et puis c'est une histoire libanaise, c'est-à-dire qu'il n'est pas né absolument de rien. Donc, en 82, après l'invasion. De la première invasion israélienne. Donc, c'est ça la difficulté. Bon, l'ambassadeur, il joue son rôle. On est d'accord sur un Liban libéré du Hezbollah, d'une partie de sa population dans le sud. Je ne suis pas sûr que l'ambassadrice du Liban soit allée jusque-là. Mais en fait, encore dans tout ça, c'est-à-dire que tant qu'on ne rentre pas dans la discussion politique et la solution politique de ces conflits, on aura de la violence et la guerre. On a affaire à une paix fantasmée à la mode Trump, c'est-à-dire que dorénavant, en fait, on nous vend un récit, comme vient de le faire l'ambassadeur. Je suis pas sûr que l'ambassadeur, il fait un petit cinéma quand même, et puis il l'a même à l'aise au passage. C'est pas non plus. Ma question, c'est une mise en scène d'une certaine manière. Mais vous vous rendez compte, nous nous rendons compte aujourd'hui que nous avons le même problème. Mais pardon, il me semble bien que les autorités libanaises étaient justement appliquées à essayer de négocier avec le Hezbollah pour obtenir son désarmement. Le Hezbollah n'avait pas, ce me semble... oui, mais sans résultat, il faut quand même bien le reconnaître. Sans résultat, mais est-ce que réellement les autorités, est-ce que l'État libanais a les moyens aujourd'hui de désarmer le Hezbollah? A priori, les aurait-il non. Aurait-il davantage de moyens de le faire à l'avenir, dans un proche avenir? Si on leur donnait peut-être du temps et des moyens, peut-être qu'ils y arriveraient, peut-être qu'ils y parviendraient. Là, on crée les conditions pour que justement, ça n'arrive pas. Il a aussi critiqué ouvertement la France, toujours l'ambassadeur israélien, lui qui souhaite tenir à l'écart de tout règlement négocié au conflit, les autorités françaises. Écoutez-le, suivi de la réponse que lui a faite aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
J'espère que nous n'aurons pas à nous mobiliser ensemble, mais il est certain que nous ne voulons pas que les Français s'immiscent d'une quelconque manière dans ces négociations. Nous aimerions les tenir aussi éloignés que possible, surtout lorsqu'il s'agit de négociations de paix. Ils ne sont pas nécessaires, ils n'ont pas d'influence positive, surtout pas au Liban. D'abord, je suis très satisfait de constater que le gouvernement israélien s'est résolu à répondre à la demande de la France, que le gouvernement israélien saisisse la main tendue par le gouvernement libanais. Je suis heureux de constater que le gouvernement israélien ait confié à M. Leiter, un homme qui apparemment est très diplomate, très fin et très subtil, le soin de mener cette négociation. Et je me permets simplement et humblement de faire deux suggestions. La première, c'est que M. Leiter puisse se coordonner avec son ministère de tutelle, avec lequel bien, nous échangeons sur la situation régionale, dont M. Leiter voudrait que la France se tienne éloignée. Puis la deuxième suggestion, dans l'intérêt de cette négociation historique entre le gouvernement israélien et le gouvernement libanais, c'est que M. Leiter lui-même se tienne le plus éloigné que possible des micros et des caméras de télévision. Bon, derrière l'ironie qu'on voit poindre évidemment dans le ton de Jean-Noël Barrot, la France a encore un rôle à jouer dans ces négociations, Ziad Limam. Elle doit s'imposer d'une manière ou d'une autre. Non, la France, elle est dans une situation complexe parce que elle est supposée être historiquement, alors bon, est-ce que c'est encore bien valable tout ça, l'espèce de parrain protecteur du Liban, après en avoir été le vrai parrain au sens colonial du terme, dans l'histoire pas si ancienne que ça. Et en même temps, la France n'a pas de moyen direct d'influer sur cette discussion parce que les Israéliens, fidèles à leur méthode, ne veulent pas de tierce partie dans la discussion, sauf Washington, qui est la seule chose qui les intéresse. Comment faire en sorte que les Américains soient toujours alignés, qu'ils ne se désalignent pas, que subissent la pression de Washington, il faut gérer la pression. Donc c'est vraiment leur préoccupation. Et de ne pas faire rentrer une tierce partie, qu'elle soit française, Union européenne ou X, qui va venir... j'allais dire, mettre les problèmes sur la table, oui. Les vrais. Et modifier le centre de gravité des négociations. Le centre de gravité. Ouais. Encore une fois, tout ça, ça souligne quand même que la France, l'Europe, on est des partenaires secondaires. C'est-à-dire que si on veut bien nous laisser s'asseoir, on s'assied. Mais on est aussi... on a aussi une force d'influence, on a une voix qui peut porter, qui peut être relayée, qui peut être dans les médias, qui peut... Le second degré, il est bien là, mais des propositions, peut-être, si on avait... Je ne suis pas diplomate, mais les Français ou les Européens pourraient annoncer un plan français et européen en 5 points en disant voilà, nous on propose ça, ça, ça. On n'est pas là encore, donc on sent bien que... Et puis c'est pas la préoccupation de tous les Européens. Donc il y a l'Ukraine, il y a la Hongrie, il y a les Allemands qui ont leur propre sujet. Oui. Donc voilà. Donc c'est tout, c'est le reflet de la situation dans laquelle on est. Après, cet ambassadeur, ceux qui regardent sa biographie, bon, il est quand même marqué très, 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 très à droite. Oui. Voilà, il s'est envoyé à Washington pour rien. Oui. David Delos, on mesure quand même à quel point, à travers ces propos, la relation est aujourd'hui dégradée entre la France, les États-Unis, Israël. On va pouvoir quand même, après tout cela, encore se parler. On sent qu'il y a quand même des enjeux qui, jusqu'à présent, tenaient tout de même les positions au plan diplomatique côté français, effectivement l'enjeu de l'Ukraine par exemple, qui faisait qu'on devait malgré tout garder le contact avec Washington. Aujourd'hui, tout cela semble s'effilocher. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les plaies vont prendre du temps à se refermer. Il y en a une qui a été ouverte en septembre dernier, c'est lorsque la France a reconnu officiellement l'État de Palestine. Et ça a été un véritable affront pour Israël, pour le gouvernement de Netanyahou, et c'est la dureté, la violence des propos de l'ambassadeur israélien, ça reflète cette espèce de détestation. Oui, de tout sentiment de trahison côté israélien. Absolument. D'autant qu'il a provoqué un certain nombre de reconnaissances par d'autres pays. Absolument, ça s'est enchaîné derrière. Lorsque la France condamne des attaques intolérables, j'utilise le terme utilisé par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, quand il traite d'intolérables et de totalement disproportionnées les attaques du 8 avril dernier, forcément ça ne plaît pas au gouvernement israélien. Ce sont effectivement des blessures qui seront très dures à oublier.
Je pense que pour Israël, effectivement, comme le disait Ziad, il n'y aura pas moyen de faire entrer une tierce partie dans ces négociations parce que, encore une fois, Israël veut installer sa paix, plutôt son état de guerre permanent pour installer son hégémonie. L'armée iranienne, elle menace à présent de bloquer la mer Rouge si les États-Unis maintiennent leur blocus maritime sur le détroit d'Ormuz. Les rebelles yéménites Houthis ont les moyens, Ziad Limam, de mettre encore un peu plus le monde à genoux. Ils ont les moyens de perturber, comme ils le font depuis 2022-2023, par des attaques de missiles. Ils sont affaiblis. Après, je ne suis pas dans le secret du chef Houthi, mais je pense qu'il calcule aussi la réalité de ce qui se passe en Iran, des négociations qui ont forcément lieu d'une manière ou d'une autre entre Iraniens et Américains. Donc c'est un jeu extrêmement complexe, un billard à plusieurs bandes, qui fait que est-ce qu'ils prendraient une attaque frontale aujourd'hui avec des bombardements qui viendraient juste derrière. Enfin, je pense que le fait même de dire on peut bloquer, c'est une menace en soi qui porte. Ah oui. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte de la région, c'est-à-dire que l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, c'est aussi l'Arabie Saoudite maintenant, et le port de Jeddah, et c'est l'importance de Djibouti avec la base française et la base américaine et la base chinoise. Ouais. Et la logistique Djibouti qui fait que les bateaux qui ne peuvent plus passer par le détroit d'Ormuz, ils ne sont pas forcément obligés de passer d'ailleurs par le canal de Suez. Ils peuvent descendre, faire un stop à Djibouti et descendre le long de la côte africaine. Donc tous ces enjeux-là sont mixés. Mais clairement, tout le monde aimerait que ça débloque quelque chose dans la négociation très complexe entre Américains et Iraniens pour éviter qu'un nouveau chapitre vienne... alors là, définitivement plomber l'économie mondiale qui déjà est extrêmement affaiblie et sur des sujets dont on ne mesure pas, parce qu'on parle beaucoup de pétrole, d'énergie, mais il y a aussi la production alimentaire qui est directement impactée par la crise des engrais, la crise de l'énergie. Il y avait un papier dans un grand quotidien américain sur le fait que le riz dans le delta du Mékong n'est pas planté cette année parce qu'on n'a pas ni les camions parce que le diesel ni les quantités d'engrais suffisantes. Ça veut dire que la récolte dans l'année prochaine est déjà impactée par des faits qui se passent maintenant. David Delos, on mesure depuis le 28 février le pouvoir de nuisance réel de l'Iran et de ses proxys. Absolument, oui. Et ces dernières heures, j'ai eu l'impression de tout entendre. Et son contraire. Washington qui disait pas de prolongation du cessez-le-feu. Mais on continue à discuter via le Pakistan. L'Iran qui dit nous sommes prêts à négocier sur le nucléaire. Voilà, mais à des niveaux négociables. Mais on peut aussi bloquer. J'ai l'impression qu'on sort tous les arguments nécessaires qu'on sort les muscles au moment on doit passer une ligne de crête pour de nouvelles négociations. Parce qu'on a compris que l'anéantissement n'était ni possible ni la solution. Absolument. On cherche à se paralyser, ce qui est quelque part le jeu assez logique de tout pourparler, de toute négociation. Il avait semblé, lui, plutôt effacé depuis son accession l'année dernière aux plus hautes fonctions au sein de l'Église catholique. Le pape Léon XIV secoue les habitudes avec un discours très politique depuis son arrivée sur le continent africain. Après son appel aux autorités algériennes à servir le peuple plutôt qu'à le dominer en faveur d'une société civile libre, le voilà au Cameroun qui invite le pouvoir à un examen de conscience et un saut qualitatif en matière de droits de l'homme et pour briser les chaînes de la corruption. Écoutez-le. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Une paix authentique, née lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi est un rempart contre l'arbitraire des plus riches et des plus fortes.
Voilà, alors tout cela, enrobé évidemment dans le dialecte habituel des souverains pontifes, surtout quand ils ne s'expriment pas dans leur langue natale. Ça peut sembler extrêmement monotone, mais le contenu, lui, des termes est très fort. Ziad Limam, c'est risqué, courageux, audacieux? C'est risqué, courageux, audacieux. En même temps, comme disait Staline, je crois que le pape, combien de divisions? C'est clairement une posture morale importante, c'est clairement un discours politique important, mais ce qui le protège, c'est que justement, il reste dans la posture politique et morale. Alors, c'est assez gonflé parce qu'on ne voit pas bien l'image, mais je pense que le président Biya est assis juste à droite, parce que là, on voit des plans de la foule, et madame, donc c'est quand même assez fort d'y aller. Alors, Paul Biya, qui est l'un des recordmen au pouvoir sur le continent africain. Ce qui est sûr, c'est... Voilà, là, on voit bien l'image. Ce qui est sûr, c'est que le pape avait dit, je crois, que l'Afrique faisait partie de ses priorités. Alors, ils sont obligés le nouveau pape est toujours obligé de gérer les engagements qui avaient été pris par le souverain pontife décédé. Donc, il y avait 2-3 choses à faire, voyage en Turquie, etc. Mais l'Afrique, c'est devenu quand même le centre de gravité de la chrétienté et des enjeux de la chrétienté. Donc, à la fois par un discours qui va vers les gens et non pas vers les élites, parce que la chrétienté en Afrique, elle est plus populaire que élitiste, c'est-à-dire que c'est des masses de gens qui attendent le pape comme un libérateur, comme un porteur de parole, etc. Et puis la deuxième chose, c'est que cette chrétienté qui vient portée par le pape, elle est aussi perçue en Afrique comme une chrétienté, excusez-moi du terme un peu radical, de blanc. C'est-à-dire c'est une chrétienté post-coloniale qui s'est pas africanisée. Et donc tout le débat de l'africanisation du dogme est extrêmement intéressant. Par exemple, quand le dogme est très en avance, comme sur les questions en avance, faut pas exagérer, disons une certaine tolérance en tout cas, sur le mariage, l'homosexualité, etc. Il y a blocage. Et puis troisième enjeu, ils sont concurrencés par des églises évangélistes qui sont particulièrement efficaces parce que comme elles promettent... Et au Cameroun notamment d'ailleurs. Comme elles promettent... le pauvre, lui, il parle de souffrance, de droits de l'homme, de sortir la société. Là, les autres, ils vous disent le paradis éternel si vous chantez Alléluia. Et ça fonctionne assez bien. Et puis les églises brésiliennes, les églises américaines, tout le monde est là parce que l'Afrique est une terre de conquête de l'âme des Africains. Donc c'est extrêmement intéressant à suivre. Et puis on découvre aussi que, vous vous rappelez que juste au début de son voyage, il s'est quand même glorieusement empaffé avec le président américain. Donald Trump. Donc ça prouve que ce monsieur dont vous disiez qu'il était un petit peu discret au démarrage, c'est un Américain. Oui. C'est vrai. Il n'a pas forcément cherché d'ailleurs les critiques de Donald Trump. Il les a bien. Il avait fait une déclaration sur la guerre qui était quand même. Très clairement. Mais moi j'ai envie de dire Super Léon. Enfin, il se révèle. Et il y a une image que j'aurais adoré voir, c'est celle de Paul Biya au moment où Léon XIV dit qu'il faut briser la chaîne de la corruption. Ça devait être un sacré spectacle. 142e sur 182 pays, l'indice de corruption selon l'ONG Transparency International. Il faut voir ce qu'il va dire en Angola. Je veux dire, il va certainement... édulcorer son message ou la séquencer. Il va disséminer des messages et les séquencer. Oui. Ce qu'il a dit déjà en Algérie, ça a été relativement peu souligné, mais c'est vrai que sur la société civile, on ne peut s'empêcher d'y trouver quand même une référence au Irak et aux mouvements qui ont secoué la société algérienne ces dernières années. Paul Biya, finalement assez peu rancunier, lui de son côté, a évoqué l'importance du rôle du souverain pontife. Le monde a besoin du message de paix porté par Léon XIV. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui quand on préside un pays, une communauté chrétienne de la taille de celle du Cameroun. On peut pas faire, sauf si on s'appelle Donald Trump, mais et encore, ça lui a pas porté chance. Il a dû retirer quand même son tweet. Absolument. Non, je pense que c'est impossible aujourd'hui d'attaquer une figure morale aussi importante que celle que représente le pape. Le souverain pontife reste malgré tout, même s'il n'a pas une influence concrète sur la vie des gens au quotidien, il reste malgré tout. Voilà, c'est l'évangéliste numéro 1 du monde catholique. Donc c'est très compliqué quand on est un homme politique, et d'autant plus quand on est dans un pays où il y a eu des violences
où on se maintient au pouvoir au prix d'emprisonnements non fondés, non justifiés, c'est très très compliqué de s'attaquer à cette figure qui, elle, est toujours sans tâche, quoi. Oui, bien sûr, et désintéressé, et qui incarne... Alors, Léon XIV, c'est certes un Américain, mais qui a beaucoup œuvré en Amérique latine, et donc de ce point de vue-là, qui est allé au contact du Sud global, Ziad Limam. Oui, mais il est il est dans Il y a une majorité dans le conclave aujourd'hui qui est sur. Pour ceux qui ont vu la série, je ne sais pas si c'est le conclave, le nom de la série ou. C'est conclave. C'est ça. C'est-à-dire que ça fait quand même avec son prédécesseur des papes très marqués sur le dialogue religieux, le dialogue des deux rives, illustré par le voyage en Algérie, aller vers les peuples, aller vers l'Afrique, tout ça, etc. Alors ce voyage-là en particulier, parce que c'est du king size, c'est du format très important, un peu comme Jean-Paul II. Oui, c'est exactement donc ce que je voulais vous dire. On retrouve un peu ce côté... Jean-Paul II, polonais, qui disait « N'ayez pas peur au bloc de l'Est ». Alors là, on a encore une fois un pape qui vient du Nord, mais qui parle au Sud et qui a fait une grande partie par choix de son parcours dans le Sud. C'est la nouvelle frontière aujourd'hui, c'est pouvoir corrompu, autoritaire qu'il veut faire tomber? Non, je pense pas là vous laissez aller dans l'enthousiasme. Non, d'abord le pape est une personnalité politique. Il sait que c'est pas son objectif de faire tomber les pouvoirs, etc. Je pense que c'est des gens très rationnels aussi dans leur rapport de force, mais ils ont la liberté de dire des choses que certains ne veulent pas entendre. Mais il n'y a pas que la discussion politique. Quand il va en Algérie, il y a une discussion politique, mais il y a aussi ce qui porte l'image qui reste aussi, qui est forte, c'est quand il rentre dans l'église d'Annaba et quand il va, lui, à la mosquée. Ça, c'est des images qui vont rester. Et le discours sur la corruption en Afrique, et on va voir ce qu'il va dire ailleurs, ça parle aux gens. C'est pas forcément... Oui, quand il dit « faites votre examen de conscience », mais lui, il parle à... témoin l'opinion publique. Oui. Merci Ziad Limam, merci également David Delos. On est allé plus loin, peut-être trop loin sur ma dernière question. C'est la fin, en tout cas, bien sûr, de l'émission, mais pas de l'essentiel que vous retrouvez dans quelques minutes pour la suite de cette édition. On parlera notamment du procès de Nicolas Sarkozy avec l'ancien président qui se retourne contre ceux qui furent longtemps ses alliés.